Tiers-livre, atelier d'écriture, on est dans le cycle qui s'appelle « Faire un livre ». C'est la proposition 9. Prologue, je crois que le plus dur est passé. Le moment de panique, c'est quand on accumule mais qu'on ne sait pas où ça va. Ou bien, encore pire, l'impression que ça ne peut pas aller très loin, que c'est trop mince. Là, moi, j'étais ferme et résolu. Parce que c'était vital pour moi de ne pas partir sur l'idée d'une sorte d'idée préconçue du livre. Évidemment, vous avez tout le temps maintenant, si vous avez des intuitions et tout ça, vous êtes armé. Moi, c'est ça la dialectique. Évidemment qu'on peut partir dans un livre sur une intuition plutôt qu'un sujet, une figure plutôt qu'une rhétorique. Quelque chose d'obscur qu'on a à dénouer, à démêler. Ça vous regarde. Là, ce que je voulais, c'est qu'on soit dans le processus de ce démêlement. Et puis que cette singularité, que cette complexité formelle, même si c'est une chose extrêmement linéaire, extrêmement ténue, oh là là, mais c'est le plus dur, ces récits linéaires, ténus. Que ça naisse justement de où vous avez été embringué malgré vous, comme une grande vague, là on bat des bras, etc. Alors pour ça que je voulais qu'on accumule, et qu'on accumule jusqu'au moment où on soit capable, avec la 7, d'être juste sur cette frange où, à partir de ce qui est déjà écrit, on se dit « Ah, mais tiens, il y a ça qui pourrait être fait ». Et puis, on n'est pas pressé, certains en sont encore à la 3, la 4, la 5. Prenons notre temps, c'est pas la question, il n'y a pas de course là où on serait obligé de tous marcher au même niveau. Non, c'est un mécanisme, je ne sais pas si c'est un mécanisme, mais c'est se familiariser avec une sorte de fabrique à la fois mentale et gestuelle qui permet d'être autonome. Ça, c'est ça qui compte. Et puis avec la 8, j'ai un petit peu réussi mon coup, non ? C'est-à-dire que justement, même si ça vous semblait peu ou laborieux ou encore trop mince ce que vous aviez fait, eh bien oui, ça chante. Et ça, il fallait bien qu'on s'en donne la preuve. Elle est là, la voix. Est-ce que la voix pouvait précéder le fait d'avoir mis tous ces repères, tous ces îlots ? Ça... Avancer dans un atelier, dans quelque chose de collectif, c'est un petit peu au feeling. Mes propositions, je ne les détermine pas 3 semaines à l'avance. N'empêche que celle-ci, je savais qu'on avait rendez-vous avec. Alors, quand je dis qu'on a passé le plus difficile, non, on continue. On a juste lancé les choses. Et c'est maintenant que commence à se dessiner où ça vous appelle. Et le fait que ça vous appelle, que ce ne soit pas vous qui en ayez décidé. Mais pour ça, moi, je veux encore qu'on nourrisse, qu'on ouvre les strates. Qu'on soit, proposition 8, Jean-Paul Gou, il y a une épaisseur des livres, il y a une épaisseur du récit. Et on nourrit cette épaisseur. Et plus on nourrit cette épaisseur, plus la petite chose qui galope, qui cavale dessus, elle sera perceptible. Alors la 9, pas trop d'inquiétude, ça va être fabriquer du texte, et fabriquer du texte qui va venir épaissir, sous-tendre, augmenter simplement la compacité et la quantité. Vous voyez, c'est pas méchant. Par contre, il y a un enjeu, et ça, cet enjeu-là, il n'est pas simple quand même. Vous savez qu'aujourd'hui, la question de genre, en gros, elle est aussi obsolète que la question des siècles. Dans cette question de genre, l'autonomie du récit, l'obéissance à la nécessité de ce qui vous embarque là, c'est ça qui donne la forme. Il n'y a pas de code unique du roman. Il n'y a pas de code unique du documentaire. Peut-être que justement, nous, dans notre langue, on a un peu trop cloisonné comme ça. On n'a pas encore appris à reconnaître que Buffon, par exemple, c'était un très grand poète de la matière et de notre rapport au monde. Parce que la phrase de Buffon est magnifique. Et
puis tout son dépli, tous ses inventaires. Notre littérature française est remplie de ces monuments qui sont à la fois ceux qui nous rejoignent le plus et qui n'obéissent pas à une notion prédéterminée de genre. Les lettres de Madame de Sévigné, les sermons de Bossuet. Allez, je m'égare pas. Quelque chose qui me semble fondamental dans ce qui se passe, en tout cas, depuis au moins, disons, 4-5 décennies, c'est qu'il n'y a pas de frontières séparées, ni hiérarchiques, entre fiction et non-fiction. Et que la pulsion à lire, la pulsion à s'expliquer, la pulsion à découvrir, la pulsion qu'on a aussi à rêver depuis une matière réflexive. Pensez à Bachelard, la terre et les rêves, la terre et les rêveries du repos, l'eau et les rêves. Alors l'auteur que j'ai requis pour ça, on a déjà travaillé une fois ou deux à partir de son travail. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une cohérence. Si je prends je crois que ça c'est son premier livre, 2000, donc il y a 20 ans au compteur. Le plus connu, c'est probablement Féerie générale. Je parle d'Emmanuelle Pirer, lyonnaise, 2012. Donc vous voyez quand même déjà 10 ans entre le premier, maintenant inaccessible, et puis Féerie générale, qui lui a valu le prix Renaudot, quelque chose comme ça. Mais enfin, en tout cas, qui fait que Emmanuel est passé dans, disons, l'écoute grand public, avec ce merveilleux titre, Féerie générale, un livre qui, pour moi, serait peut-être celui auquel je suis le plus attaché, mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est peut-être parce qu'il prend des résonances aujourd'hui plus âcres, plus aiguës. Comment faire disparaître la Terre ? Une question comme ça résonne. 2006, c'est le chaînon entre les deux, et puis plus récemment, qui s'appelle Chimère, 2019. Tout est toujours sur le même principe, mais chimère, transformation du corps, manipulation biologique et génétique, visite directement de labos. Avec quoi on fait de la littérature ? On peut faire de la littérature avec des machines ? Oui. Est-ce qu'on fait du Wikipédia pour autant ? Alors non, attention. La question de la non-fiction, c'est qu'elle est encore, peut-être pas dans une distance, mais comme aurait dit Gilles Deleuze, dans un rapport énonçable à l'objectivité documentaire. Est-ce qu'il s'agit d'installer dans tel élément de ce que vous avez déjà écrit des notices qui en seraient le mode d'emploi ? On peut faire littérature aussi. Prenez Julio Cortázar, Prose de l'Observatoire. Comment ce gars est venu à la fiction ? Vous savez, qui a choisi, lui, il avait le diplôme pour être un stit, parce que là, on lui payait ses études avec une bourse. Mais si tu acceptes d'aller loin dans la Pampa argentine, à ce moment-là, tu pouvais être prof d'histoire géo en collège et lycée, même si tu n'avais que le diplôme d'un stit. Et ça lui permettait d'envoyer des chèques à sa mère et sa sœur restées à Buenos Aires. Mais son rêve, qu'est-ce que tu fais ? D'accord, tu peux prendre des cours à distance à la fac, tu vas prendre des cours de traduction, parce que ça au moins tu peux le faire à distance. Qu'est-ce qu'il y a à traduire ? Tout ce qui est fort à traduire, tout ce qui pourrait te faire remarquer, traduire les surréalistes par exemple en 1930. C'est déjà pris, on ne donne pas ça à des traducteurs débutants. Donc pour arrondir les fins de mois, occuper les soirées dans la Pampa, tu traduis des choses techniques, des modes d'emploi, et puis tu finis comme ça par pouvoir obtenir pour la première fois de ta vie, non pas pour la première fois de sa vie, il est né à Bruxelles, ses toutes premières années c'était en Suisse, mais justement il va revenir en Suisse, parce que là en Amérique du Sud on construit un gigantesque télescope comme le mont Palomar au Chili, c'est rempli de mécanismes, de choses à régler, de choses optiques, etc. Il y a une documentation énorme à traduire. Il vient en Suisse pendant 2 ans pour ce travail.
Parce qu'il faut bien être dans l'usine pour comprendre. Je simplifie un petit peu. Pas tant que ça. Parce que tu prends la notice, le mode d'emploi que tu as fait. On en a plein des modes d'emploi dans nos coins de tiroir. Est-ce qu'on les lit? Non. Mais il suffit de le prendre et puis de le décaler un petit peu. Et bien dans ce décalage, ça devient une invention. Et une invention, elle est fictive, elle est fiction, mais cette fiction, tu ne peux pas la remettre en cause, puisque précisément, ça se présente sous forme de mode d'emploi. Alors là, je suis un peu en digression, parce qu'on ne va pas partir depuis Cortázar, encore que, combien de belles choses à faire. Ces instructions pour pleurer, instructions pour monter un escalier, instructions pour tuer des fourmis à Rome. Mais ce qui m'est nécessaire, c'est qu'on pose cette frontière de la non-fiction et que c'est pas ouvrir Wikipédia et faire un pompage. Encore que là encore, vous prenez la citation de Wikipédia et vous lui ajoutez une petite dose fictionnelle. Si c'est dans votre livre, vous avez le droit. Il y en a même qui, dans ce cas-là, vont sur Wikipédia et arrangent un petit peu de fiction. Il suffit de passer à travers les mailles. C'est pas si facile, mais on y arrive. Donc je parle bien de curseur entre fiction et non-fiction. Et qu'est-ce que c'est la force d'Emmanuel Pirer? Si je m'en tiens à Comment faire disparaître la Terre, Féerie générale et Chimère, ce sont 3 livres qui fonctionnent uniquement comme assemblage de textes documentaires. Si on regarde de loin, Féerie générale, juste comment c'est fichu, j'ouvre là, déjeuner de la team municipale, 1 page et demie. La gestion des affaires courantes ressemble à un gigot reconstitué. Bizarre les titres, non? Et là, on a 2 pages et demie. Une décision du gouvernement coréen, 1 page. À qui confier le GPS? Une grosse page. 87% de grosse envie d'en découdre. Un blédard et ses armes. Alors quel rapport toute cette salade avec ce que nous, on est en train de faire? Eh bien, moi, ce qui m'intéresse à vous proposer, c'est que ce sont justement des éléments séparés. Le centre de la ville. Et là, on a 2 ou 3 pages. Années 80. 2 grosses pages sur années 80. À quoi vous vaporisez-vous? Le regard clair des filles de sciences médico-sociales. James Brown. Collection de baisers. Étagères et sauvagerie. Atmosphère fabuleuse de la montagne. Alors, est-ce qu'il s'agit de Wikipédia? Atmosphère fabuleuse de la montagne. Non. Mais est-ce qu'on est pris dans la narration? Non plus. C'est-à-dire, dans votre narration, on a un espace autonome, et c'est ça la difficulté. C'est que quand vous êtes à écrire Atmosphère fabuleuse de la montagne, ou années 80, pour prendre 2 exemples pris à Féerie générale, vous allez avoir l'impression que qu'est-ce que ça a à voir avec mon texte? Et je sais, cette espèce de saut mental, cette espèce d'obstination, c'est le génie qui fait avancer en écriture? Non, la capacité à marcher même quand vous ne voyez pas le chemin. C'est pas moi qui le dis, il y a plein de choses là-dessus. Mais dire que quand vous allez travailler sur un texte années 80, vous allez souffrir en disant « Mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon projet ?» À part le petit lien ténu que je sais tisser à cet endroit-là. Oui, mais le lecteur, il est dans votre avancée. Il y a une espèce de train qui part. Et puis, toutes les 5 pages, toutes les 10 pages, bam, il y a un événement, et puis c'est un autre regard. Puis, paf, il y a un événement, et puis c'est une autre facette. Et puis, vous êtes en train de lire, là, justement, ce que vous avez écrit, et puis, bien tout d'un coup, c'est développement sur les années 80. Bref développement, mais développement autonome, qui n'a pas besoin de se justifier. Alors, je pourrais prendre les autres textes d'Emmanuel, si je prends Comment faire disparaître la Terre. Le lecteur de livres pratiques est comme un insomniaque. Sitcom à très haut niveau technique. Luminosité.
Concours des villes et villages fleuris, ça on s'en était servi. Une idée pour le théâtre de la poussière. Les extraterrestres, mon service information littérature. Si je prends Chimère, même construction, arrêtez d'être gentil. La pudeur, la vie en aéroport, le tableau Excel et le grand chêne, l'idéal fois 27. Sanctuaire collectif, une porte ouverte que nul ne peut fermer. La France comme il l'aime. Et peut-être je pourrais même vous donner... Est-ce qu'il y a des tables des matières d'ailleurs? Ben non, il n'y en a pas. Alors je vais vous mettre des petits bouts comme ça, dispersés. En gros, je pourrais m'arrêter là. Vous avez une semaine, et même 2, parce que là, on fait un petit entracte. Moi, ça va me permettre de dialoguer à partir déjà des premiers PDF compilation. Je suis très content, ça change totalement le rapport. Mais ça permettra aussi à chacun de revenir un petit peu, de faire le point. Bah, attention, après on reprend. Hein. Ça va être bref. Hein. Mais besoin là de sédimenter, de reprendre confiance. Donc, vous avez le temps d'en accumuler. C'est pas un truc, je vous dis pas, quand on est dans le cycle progression, là, ce matin, c'était à partir d'Annie Ernaux, j'ai dit, on prend le début de les années, premier paragraphe c'est une photo, deuxième paragraphe c'est une photo, et puis troisième paragraphe c'est 2 photos. Eh bien, on reprend toujours avec cette architecture, et ça... Non, là je vous dis pas ça. Je vous demande simplement de prendre le temps, et surtout de travailler sur votre confiance. Ces discussions qu'on a aussi... Est-ce que ça compte de faire des retours précis ou de corriger? Non, moi je suis pas trop dans ce truc. Je m'en explique par ailleurs. Et c'est pas du laxisme, tout ça. C'est simplement que précisément cette matière qu'on charrie vers l'avant, la garder le plus longtemps possible dans sa fragilité. Et le plus beau cadeau qu'on puisse décrocher en atelier d'écriture, eh bien, c'est ce qui se passe après l'atelier, c'est-à-dire s'exercer dans ce contexte où on est ensemble, où on est dans la confiance, où on est dans les apports d'énergie qui circulent de tous les côtés, au fait que, ben oui, on est tout seul avec sa misère. La misère, c'est un texte trop mince, la misère, c'est de ne pas savoir où on va. Ben, la littérature en est pleine de tout ça. Mais c'est là qu'elle est grande. Alors, je ne veux pas surévaluer ça. Ce que je veux dire, c'est que dans ce que vous avez déjà écrit, et j'en parlais dès le début de cette phrase pour moi un peu fétiche de Maurice Blanchot, pour écrire, il faut déjà écrire. Eh bien, le déjà écrire, eh bien, ça fait quasiment 2 mois qu'on vit avec. Quelqu'un arrive quelque part, et à mesure qu'on ajoute, on a ces petites choses qui sont des appuis. Il y a un bâtiment, eh bien, il est comment le bâtiment? J'attrape La vie mode d'emploi de Georges Perec. C'est pas difficile, il est jamais loin. C'est quoi? Ben, c'est l'histoire d'un immeuble construit vers 1850, et puis on le prend en 1970, puis en 1935 on y a installé l'ascenseur, et puis ensuite le chauffage central, et ainsi de suite. C'est l'histoire d'un immeuble. Et puis à l'intérieur, qu'est-ce qui fait qu'il est beau et grand, ce livre? Mais c'est que vous avez dans les index un index qui s'appelle Index des histoires insérées. Vous savez, les annexes à la fin de La vie mode d'emploi. Il y en a une qui s'appelle Repères chronologiques. Tiens, ça peut être une idée aussi. 1, pour le faire pour soi-même, à partir de ce que vous avez écrit. Mais 2, ça peut même s'insérer au texte. Repères chronologiques, et puis juste ensuite, il y a ça qui est totalement magique. Rappel de quelques-unes des histoires racontées dans cet ouvrage. Vous voyez comment cette question du livre continue, comment le problème numéro 1 de la continuité d'un livre, de la cohérence d'un livre, c'est que quand on est dans le travail du livre, pour vous c'est facette, 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 métier, métier, métier. C'est que du discontinu. Et il y a un moment donné où nous on pousse le discontinu jusqu'à ce qu'il soit embarqué par l'illusion du continu qui ne revient qu'au lecteur. Et c'est pour ça que le travail à partir de
La fabrique du continu de Jean-Paul Gou, elle était importante aussi. Retour à Emmanuelle Pirer. Elle, Féerie générale, il y en a 240 pages, et des grosses pages, et c'est un livre magique. Mais elle est capable, là, de faire 2 pages sur les étagères, de faire 3 pages sur le centre de la ville, de faire, là, 2 pages sur la dépression est un truc génial, mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même embêtant. Fanfiction, pas forcé de faire comme elle, avec ce fil continu de la collection de baisers. Comment planter sa fourchette? Est-ce qu'on est documentaire? Non, elle s'amuse. Et moi, je veux surtout pas pour l'instant que vous soyez dans le ludique, les amusements, la fuite ou le comique de situation. C'est pas ça la question, hein. On est dans le sérieux. Ce que je veux et vous demande, avec humilité, mais avec force, en vous disant de prendre votre temps, c'est de prendre dans ce qui est déjà écrit des éléments. Quelqu'un traverse une place, eh bien, on la reconstruit, la place, de façon non fictionnelle, documentaire. Ça prend toutes les formes que vous voulez. Si c'est installer Google Street View là où est le personnage et décrire ce qu'on voit autour à telle date. Alors, je ne vais pas trouver les idées à votre place, mais personnage à tel moment, il est habillé comment? Détail de l'habillement du personnage et de l'origine et des achats. Et on le fait. Ça peut être, il est dans cette chambre, arrêt sur le mobilier de la chambre. Alors ça paraît peut-être une sorte d'exutoire. Non. J'ai lâché ma dernière cartouche. Vous savez, André Breton sur Balzac. Le mystère de Balzac. Ça commence par un... Je pense à Honorine, là, par exemple, mais ça peut valoir aussi pour Béatrix et tant d'autres. D'ailleurs, Béatrix et Honorine, c'est un petit peu le même schéma, celui aussi qu'on trouve dans Eugénie Grandet. On entre dans une maison vide, on se balade, telle pièce, l'allée qui va vers la cour et le jardin, le silence, etc. Et puis à un moment, bien tout d'un coup, presque de façon impalpable, on s'aperçoit qu'il y a des personnages immobiles et silencieux, là, dans cette visite qu'on était en train de faire de l'espace. Et puis, là, à ce moment-là, on part sur les personnages, et c'est parti. Et André Breton, Balzac nous envoie ses cartes postales. Mais notre attachement à Balzac, il vient d'où? Sinon justement de ces illusions. La maison des Grandet, et puis derrière, il y a 3 marches avec une vieille porte de bois et qui donne sur un jardin potager. Et puis là, dans les vieilles pierres, il y a des petites herbes qui passent. Et c'est ça le miracle de Balzac. Alors André Breton, dans ses cartes postales, eh bien nous, cette instance-là, et c'est Julien Gracq qui a été le premier à en écrire dans son texte sur Breton, protester là, c'est précisément ce qui aujourd'hui donne le sel, le sens, l'épaisseur au livre. Justement parce qu'il n'y a pas d'opposition formelle entre description ou non-fiction et puis le rouage des personnages, de l'histoire, du travail intérieur. Non, tout se fait par cette masse qu'on pousse et qu'on installe. Mais la difficulté, c'est que cette masse qui se constitue et qui tombe vers l'avant et appelle le lecteur vers l'avant, dans une illusion de continuité, il faut que vous la fassiez par l'écart. Se consacrer à cette tâche précise, à ce moment, à cet endroit. Alors prenez justement le temps. Ça peut être se dire, cette semaine, je ne fais que ça. Vous avez 40 minutes pour écrire, à tel moment du soir ou du matin ou de la sieste. Eh bien, faites 7 fois 40 minutes, chaque fois sur... Est-ce qu'on fait de l'illusion documentaire sur comment fonctionne le moteur d'une voiture? C'est pas tout à fait ça. Mais, s'il est question d'une voiture, il y a quoi dans le vide-poche? Elle est achetée où? C'est quoi les réflexes qu'on a quand on... Je sais pas, je dis des bêtises. Mais l'idée, elle est là. C'est
une fois par jour, comme on a travaillé à partir du journal de Kafka, eh bien, vous allez partir sur un élément non fictionnel qui documente votre texte. La force d'Emmanuel Pirer, c'est que où il est le reste? Ben, il n'y en a pas de reste. C'est cette totalité du puzzle documentaire qui crée cette espèce de vide où vous êtes dans la pulsion romanesque, l'appel au romanesque, alors qu'il n'y a rien d'autre que la composition de ces passages documentaires, mais qui se lisent chacun comme une fiction en tant que telle, ou comme un récit non fictionnel, ou comme une parcelle non fictionnelle. On vous décrit la marche d'un laboratoire, on vous décrit comment se rendre d'une ville à une autre. Mais quand vous traversez ça, c'est bien notre rapport au monde qui se joue là. Donc cette porte-là, j'insiste bien. Il n'y a pas les gens comme Emmanuel Pirer qui font dans la non-fiction. De toute façon, c'est pas de la non-fiction, c'est de la fiction. Et puis, d'un autre côté, des Annie Ernaux qui travailleraient uniquement sur ce cri intérieur. On est en atelier, vous ferez ce que vous voudrez plus tard. Mais là, dans le livre qu'on pousse, il faut que toutes ces étapes, toutes ces instances résonnent ensemble. Peut-être que dans ce qui sera votre démarche ultérieurement, ça restera mineur, ce rapport au non-fictionnel. Peut-être au contraire, non, ça sera majeur. C'est pas la question. Là, dans le travail qu'on mène ensemble, il faut que tout ça soit inclus dans l'avancée. On réglera les potentiomètres ensuite. Ça vous va? Comment ça vous irait pas? Ne serait-ce que le plaisir d'aller à sa suite. Et puis cette instance de l'écriture qui, pourquoi elle est fictionnelle? Pensez à la bibliothèque de Babel chez Borges. Pourquoi c'est aussi fascinant? Parce qu'on ne peut rien remettre en cause. J'ai parlé d'étagères. C'est quoi la bibliothèque de Babel chez Borges? Description de couloirs avec des rayons, des étagères, de taille, de volume. Où est-ce que ça invente? Mais non, ça vous dit juste c'est comme ça. C'est ça, et vous ne pouvez pas le mettre en cause. Et on se retrouve avec cette folie. Des livres, chacun, 400 pages, organisés comme ça, et qui, dans leur ensemble, reconstituent la totalité des possibilités de combinaison des lettres, et donc intègrent la totalité de toute la littérature mondiale, depuis l'origine, y compris ce qu'on a perdu, y compris la diversité des langues. Et là, ensuite, il y a l'histoire de Borges. Mais cette instance du non-fictionnel pour installer la puissance même la plus subjective de la fiction, aucun de nous pour passer à travers. Alors, allez-y dans vos cartes postales. Tranquillement. Une par jour, brève ou longue, comme ça il y en aura au moins 7.